Sandrine Richard et Amira Bounedjoum m'ont rejoint pour cette nouvelle partie de cette émission spéciale juridique consacrée au rachat de réseau. Alors, on vient de voir avec Patrice Monchot l'importance de la lettre d'intention. S'engage maintenant un audit. Alors, Amira, je me tourne vers vous. Cet audit, de quoi est-il composé et en quoi consiste-t-il ? Alors, de manière assez classique, on va avoir un audit de la documentation juridique, comme dans le cadre de tout type d'opération. Et puis un audit qu'on va aborder sous un autre angle, un audit plus organisationnel. Alors évidemment, on va regarder les impacts juridiques, mais on se rend compte qu'au-delà de la documentation, au-delà de ce qui peut être formalisé, on va avoir des pratiques au sein de n'importe quelle cible qui vont avoir des impacts juridiques. Donc ça va être le périmètre finalement de notre intervention. Dans le cadre de l'audit, d'abord de la documentation juridique. Alors, comme c'est très habituellement le cas, on va revoir, on va analyser la documentation assez classique, les titres de propriété intellectuelle, les contrats, les volets RH, etc. Dans un contexte de réseau, on va, outre ces aspects, ces problématiques habituelles, on va mettre l'accent sur certaines spécificités, certaines problématiques qui vont être beaucoup plus spécifiques. Alors, à titre d'exemple, dans le cadre de l'audit des titres de propriété intellectuelle, alors on va évidemment regarder les certificats de marque, tous les dépôts, éventuellement les logiciels, les brevets s'il en existe, etc. Mais on va aussi regarder plus spécifiquement dans le cadre des réseaux un actif qui est trop souvent négligé, voire même oublié, c'est le fichier client. Le fichier client fait partie du patrimoine informationnel de la cible. Et dans le cadre des réseaux, on a une problématique qu'on rencontre régulièrement, qui est celle de la propriété de ce fichier client. Donc, au-delà de la propriété des marques, etc., il faut aussi s'attarder sur la propriété du fichier. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Est-ce que ce fichier client nous appartient ? Et pourquoi je dis que c'est une spécificité dans le cadre des réseaux ? C'est tout simplement parce que dans le cadre d'un réseau, on a une tête de réseau et on a un certain nombre de partenaires, d'adhérents, des franchisés, des affiliés, etc. Et donc, la question qu'on se pose assez régulièrement, c'est qui est propriétaire du fichier ? Très régulièrement, de manière opérationnelle, toutes les informations, toutes les données clients sont centralisées dans une base. OK. Alors, à qui appartient cette base ? En droit, le fichier client relève du régime de la base de données. Donc, s'il n'y a rien qui est prévu dans les contrats, la propriété appartient à celui qui a réalisé des investissements pour créer cette base de données, qui en a supporté les risques. Alors encore faut-il pouvoir le démontrer. Trop souvent, on ne trouve pas de preuve des investissements qui ont été réalisés puisqu'on n'anticipe pas la question de la propriété du fichier. Donc comme on ne l'anticipe pas, on ne conserve pas toutes les preuves qui permettent de démontrer qu'on a investi. En revanche, on va avoir des clauses dans les contrats. Et là, on assiste, et nous on le voit de plus en plus régulièrement, qu'on assiste à une évolution traditionnellement, en tout cas presque traditionnellement, dans les contrats qu'on voit, qu'on relit, on se rend compte qu'il y a une confusion entre un fichier client et une clientèle. Dans le cadre des réseaux, la clientèle, c'est très important, c'est souvent, c'est même presque le nerf de la guerre. À qui appartient la clientèle ? Et on confond la question à qui appartient la clientèle avec à qui appartient le fichier client. Et donc, on peut retrouver dans beaucoup de contrats que le fichier client appartient aux partenaires indépendants, aux franchisés, à l'affilié, etc. Ben dans ce cadre-là, quand on est dans le périmètre de notre session, le fichier client ne rentre donc pas dans le périmètre de ce qui appartient à ce franchiseur. Donc ça reste bien au sein du réseau tant que le membre du réseau fait partie du réseau. Le jour où il le quitte, ce fichier n'est plus censé être conservé. Donc c'est pour ça que c'est très important de revoir aussi ces problématiques-là et ces aspects-là dans le cadre de l'audit. On va le voir parce que ça peut aussi avoir du coup un impact même sur la valorisation. Les fichiers clients sont valorisés. Est-ce qu'on a un fichier qui représente 1 million de contacts ou 10 millions de contacts ? Donc ça, c'est la première spécificité sur laquelle nous, on va passer un peu plus de temps
dans le cadre de nos audits, et particulièrement des titres de propriété. Également, pas d'un point de vue propriété, mais puisqu'on parle du fichier client, on regarde déjà de plus en plus souvent, parce qu'on est de plus en plus sensibilisé, tous les impacts juridiques d'un point de vue protection des données personnelles. Personne n'est passé à côté, c'est devenu d'abord un texte très à la mode, le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Bon, alors, ok, on sait de quoi il parle, il s'applique à toutes les données personnelles, donc y compris les données clients. Et donc, c'est vrai que dans les audits, on va auditer, analyser tout ce qui peut permettre de confirmer que la cible respecte bien ses obligations réglementaires sur le RGPD. Donc, on va demander une documentation très large. Communiquez-nous vos registres de traitement, communiquez-nous vos politiques de confidentialité, communiquez-nous vos mentions d'information, les contrats que vous signez pour voir s'il y a des clauses types, etc. Là encore, quand on est sur une opération qui concerne le rachat d'un réseau, on recommande, on conseille, et quand on est investi de cet audit, nous, en tout cas, quand on intervient, on va un peu au-delà, puisque on sait qu'en réalité, même si la documentation qu'on va nous transmettre est peu ou prou conforme, en tout cas, elle rassemble tous les éléments attendus de forme, eh bien, sur le fond, tout n'est pas forcément respecté, et notamment les modalités de collecte des données. Est-ce que la manière dont on a collecté les données, particulièrement des clients, puisque les données RH, on va beaucoup plus facilement pouvoir les régulariser. Mais la manière dont on a collecté les données des clients, la manière dont on a pu collecter leur consentement, leur accord à être sollicités, à ce qu'on exploite leurs données personnelles, va avoir un impact. Et nous, il faut qu'on soit très vigilants sur cet aspect-là. Parce qu'encore une fois, comme nous sommes dans un réseau, nous avons une tête de réseau, et puis nous avons plusieurs commerçants indépendants. Et donc, il faut aller au-delà de la documentation. Il faut voir, est-ce que les consentements qu'on a pour pouvoir continuer à exploiter ce fichier, ils ont été donnés à la tête de réseau, ou bien est-ce que ce sont des consentements qui concernent chacun des commerçants? Et donc, autrement dit, une fois qu'ils ne sont plus dans le réseau, est-ce que je vais pouvoir continuer à solliciter ces personnes-là? C'est aussi une problématique à laquelle on va attacher une grande importance et qu'on va regarder dans ce cadre-là. Troisième point de vigilance, j'ai envie de dire, puisqu'il y en a tellement d'autres, sur cette réglementation en matière de protection des données personnelles, on va aussi regarder les aspects sécurité. Les aspects sécurité sont très importants puisque on a des exemples d'opérations où on va acquérir une nouvelle entité et on ne va pas vérifier quelles étaient les mesures de sécurité, celles qui sont attendues par le RGPD. On ne va pas vérifier qu'elles étaient aux normes, qu'elles répondaient aux standards. Sauf que si on récupère une entreprise qui ne répond pas à ces standards et qu'il s'avère que par la suite, on a des incidents de sécurité, alors non seulement on va engager notre responsabilité, mais en plus de ça, ça va avoir des impacts financiers, opérationnels, organisationnels très importants. Ça peut même parfois freiner, voire interrompre l'activité. On a un exemple assez récent, si j'ose le dire, 2020, c'est pas si vieux que ça. Ça a été très médiatisé. Marriott, au moment de son acquisition, n'a pas audité les mesures de sécurité et les standards RGPD liés aux mesures de sécurité. L'acquisition et l'opération s'est faite tout en négligeant qu'à l'époque, il y avait de grosses failles de sécurité qui avaient permis une intrusion. Ils ne s'en sont rendus compte que 4 ans plus tard, des années plus tard. Donc, grosse fuite de données et grosse sanction par une autorité de contrôle, l'équivalent de la CNIL, l'ICO, qui est la CNIL britannique, sur défaut de respect du RGPD, violation de données personnelles, 20 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça a des impacts très importants. Donc, ces points-là, on va y accorder vraiment une attention, j'ai envie de dire, beaucoup plus particulière que lorsque nous sommes dans le cadre d'opérations un peu plus classiques.
au-delà de ça, hein, là ce sont que quelques aspects, il va y avoir évidemment d'autres éléments, d'autres documents qu'on va devoir regarder et ces documents-là, pour le coup, vont être beaucoup plus spécifiques au réseau. On va retrouver les DIP, les contrats, etc. Merci Amira. Alors sur ces documents spécifiques, type DIP et autres, je me tourne vers vous, Sandrine. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Bien sûr. Évidemment, dans le cadre de l'audit d'acquisition, l'un des documents phares, ça va être le cœur business, à savoir le contrat qui permet l'exploitation sous l'enseigne avec des commerçants indépendants. Donc, quel que soit le type, que ce soit du contrat de licence, de la franchise, de la concession, etc. Ça va nécessairement être le document sur lequel on va particulièrement s'attarder. Alors, on va s'attarder d'abord sur le point de savoir si l'opération envisagée est possible sans avoir à recueillir l'accord de chacun des commerçants indépendants appartenant au réseau. C'est un point essentiel puisque dans l'hypothèse où il faudrait aller rechercher l'accord de chacun, on voit bien tout de suite la difficulté puisque potentiellement certains refuseront, ce qui poserait un certain nombre de problématiques. Donc ça, c'est le point 1. Ensuite, on va regarder comment ces contrats ont été conclus. C'est souvent l'étape numéro 2, de savoir si le processus contractuel habituel, à savoir la remise d'un document d'information précontractuelle, le DIP que vous évoquiez, a bien été remis, s'il comportait l'ensemble des informations qui sont obligatoires et fixées par le Code de commerce. Ce sont des éléments qui sont importants et qui permettent de vérifier le professionnalisme de la cible. Déjà, ça donne un indice dans le cadre de l'audit. Ensuite, on va regarder plus spécifiquement le contrat. Dans le contrat, ce que nous regardons en premier lieu, c'est l'équilibre général. C'est-à-dire vérifier si le contrat présente un équilibre des relations entre les parties, puisque aujourd'hui, tout particulièrement, on voit que la pratique et la position de la jurisprudence est de s'assurer qu'il n'y a pas de déséquilibre dans la relation entre une tête de réseau et ses partenaires indépendants. Donc déjà, on regarde sur le plan général l'allure du contrat. Et ensuite, on va s'attarder plus spécifiquement sur les clauses essentielles de chacune des parties. Alors, sur les clauses essentielles, il y a forcément l'aspect financier, de savoir quelles sont les obligations financières des commerçants indépendants à l'égard de l'enseigne pour envisager le modèle économique qui pourra être celui de demain pour le cessionnaire. Et ensuite, un autre point d'attention, ce sont les obligations qui sont souscrites par la cible, puisque le cessionnaire, lorsqu'il va reprendre la cible, s'il va au bout de l'opération, il devra s'assurer du bon respect de ses obligations, à la fois pour le passé et pour l'avenir. Donc on s'assure que les obligations essentielles de la cible sont bien identifiées, ont été respectées au moment où on réalise l'audit, notamment sur la partie assistance, sur la partie, si on est en franchise, transmission du savoir-faire. S'il existe par exemple, c'est assez fréquent dans les réseaux, un budget de communication national qui est mutualisé à l'égard de tous les membres du réseau, de s'assurer que ce budget mutualisé, il a bien été employé dans les conditions qui ont été prévues contractuellement. Ça, c'est souvent un travail qui est important parce que c'est beaucoup d'argent et il faut avoir la traçabilité de ce qui a été fait avec ce budget. Ça, c'est des éléments très précis et très particuliers au réseau. Et ensuite, on va aussi, dans le cadre de notre audit, regarder s'il y a eu des contentieux. Ça, c'est aussi un élément très important, de savoir s'il y a eu des contentieux passés ou des contentieux en cours ou des pré-contentieux. Et ça nous donne une température. On va pouvoir voir s'il y a des problématiques récurrentes au sein du réseau qui vont nous laisser à penser que certaines obligations ont été mal exécutées. Par exemple, on pourrait très bien avoir des contentieux qui sont relatifs à des défauts d'assistance. Très rapidement, on va pouvoir identifier que peut-être au sein du réseau, il y a une défaillance à ce niveau-là et qu'il faudra y remédier. Alors, ce n'est pas un problème rédhibitoire, mais en tout cas, c'est important de pouvoir l'auditer et de l'identifier. Ensuite, un autre point qui est important, ce sont les contrats qui sont vraiment liés à l'activité et au réseau d'indépendants. Par exemple, si on est dans un réseau dans lequel les partenaires indépendants ont des obligations d'approvisionnement, que ce soit auprès de la cible ou auprès de fournisseurs référencés,
on voit que l'approvisionnement fait partie du modèle économique. Et donc, il est déterminant dans le cadre de nos audits de nous assurer de la pérennité de ce modèle, c'est-à-dire de vérifier sa solidité, de vérifier qu'on sera en capacité, encore une fois, demain, à pouvoir poursuivre une bonne exécution des contrats qui ont été conclus avec ces indépendants. Alors, par rapport au profil des cessionnaires qui peuvent être intéressés, notre regard il peut être un petit peu différent. On évoquait tout à l'heure l'hypothèse d'un cessionnaire qui envisagerait, par exemple, à long terme, une conversion de l'enseigne qu'il rachèterait vers son enseigne. Et dans ce cas-là, nos points d'attention dans le cadre de l'audit peuvent être un tout petit peu différents, puisque dans la mesure où finalement on est sur une période de transition, où on va potentiellement conserver une enseigne et essayer de convaincre les partenaires indépendants de se convertir à une autre enseigne, on n'est plus dans les mêmes volontés, dans les mêmes objectifs. Et donc, dans notre appréciation de l'audit, on va aussi envisager la possibilité de pouvoir sortir de certains contrats. Exemple, toujours sur l'approvisionnement, si notre volonté, c'est peut-être à moyen long terme de regrouper l'approvisionnement au sein d'une seule entité, parce que ça fait sens, parce que ça permettrait aussi à chacun de gagner en termes de conditions tarifaires, ça veut dire que nous, dans le cadre de notre audit, on va devoir aussi anticiper les modalités de sortie, parce que finalement, le cessionnaire, ce qu'il voudra, c'est mutualiser certaines choses. Et donc, il va être important pour lui de savoir s'il peut sortir d'un contrat facilement, pas facilement, sous quel délai, etc. Et ça aussi, c'est important, nous, dans notre analyse, de pouvoir apporter ces informations déterminantes pour l'acquéreur.